Donc, dans cette présentation, mes collègues Kian, Nicolas et moi, bien sûr, allons couvrir le flux migratoire du Mexique aux États-Unis, qui est soit le flux migratoire le plus important nord-américain. Bon, avant d'approfondir réellement sur le sujet, voici les différentes sections qui résument les sujets de discussion de notre présentation. Donc, premièrement, nous allons un peu décrire le flux, donc dire c'est quoi, ça se passe où cette affaire-là, et il y a combien de personnes qui sont impliquées, bien sûr les causes et les conséquences. Ensuite, on va pouvoir vraiment parler de la gestion du mouvement, donc on peut approfondir plus sur les accords, les services et les obstacles du gouvernement prohibitant une bonne gestion migrante. Après qu'on va avoir couvert tout ça, nous allons pouvoir faire une critique de la gestion qui va être basée sur nos opinions personnelles et selon les sources et les opinions des experts que nous avons trouvés en ligne. Et ensuite, nous allons suggérer, dans le fond, 2 solutions que nous pensions valides pour pouvoir aider avec les problèmes qu'on va présenter dans la critique. Et nous allons synthétiser tout ça avec une conclusion pour finir la présentation. Bon, donc, pour la description de la migration, bien sûr, c'est une migration des Mexicains vers les États-Unis. Bon, on dit comme ça peut paraître assez simple, mais en réalité, il y a plus de détails qu'il peut paraître. Donc, déjà, c'est une migration internationale sud-nord, donc c'est-à-dire une migration qui se fait entre deux pays et qui va bien sûr du sud vers le nord, donc Mexique vers États-Unis. On parle vraiment d'une distance moyenne d'à peu près 1000 à 3000 km. Donc, c'est quand même relativement une distance très longue. On parle vraiment de plusieurs jours à plusieurs semaines et dans des rares cas, quelques mois. En termes de l'intensité, c'est vraiment un des flux migratoires les plus importants du monde. On est dans les top 3 en termes de volume et d'importance. Et le dernier sujet qu'il faut mentionner, c'est les immigrations clandestines qui sont un grand sujet dans les débats. Donc, c'est-à-dire les immigrations illégales et non officielles aux États-Unis à partir du Mexique. Ok, donc quelques données clés pour mettre en perspective l'intensité et l'importance de cette migration. C'est déjà que 23% des immigrations aux États-Unis proviennent du Mexique, donc c'est quand même un quart, ce qui est très rare en termes de migration à un pays. C'est très rare qu'un quart entier de tes immigrants proviennent d'un seul lieu d'origine. Et on parle quand même de plus de 5 millions d'immigrations non autorisées connues au Mexique en 2022, qui représentent 43% des immigrations clandestines au pays, qui explique l'intensité de cet enjeu. Mais par contre, j'aimerais quand même ajouter que ce chiffre a baissé de 32% par rapport aux quelques années précédentes, donc des alentours de 2018 à 2020. Donc c'est quand même une amélioration significative. Ok, donc à ce qui est les causes principales, grâce au rapport de John Waddell à propos des immigrations, la violence et la violation des droits humains au Central Mexique en matière immigrante, on a pu identifier 3 volets principaux. Donc, celui majoritaire, c'est vraiment les motifs économiques. Donc, comme les conditions de travail au Mexique ne sont pas toujours bonnes, bien sûr, les immigrants recherchent des salaires plus élevés, ils veulent un emploi plus stable, ils veulent éviter la pauvreté au Mexique. Donc, c'est très logique. En tant qu'humain, c'est assez commun de vouloir s'enrichir et de vouloir rechercher une meilleure qualité de vie pour soi et pour sa famille. Donc, il est assez logique que ceci représente la cause majoritaire de la migration des travailleurs mexicains aux États-Unis pour un meilleur emploi, une meilleure qualité de vie. Mais c'est pas la seule raison. On peut aussi parler de l'aspect social qui décrit dans le fond le meilleur côté santé et éducation aux États-Unis, donc le meilleur système de santé et éducationnel établi aux États-Unis.
qui peut être un motif pour les familles de déménager, par exemple, avec leurs enfants, ou, ou aussi pour les regroupements familiales, qui est assez commun, dans le fond, pour les gens qui veulent rejoindre leur famille sur l'autre côté de la frontière. Et la dernière cause, c'est l'aspect sécuritaire. Donc, il y a quand même une grande présence des cartels et de la criminalité au Mexique, ce qui est une des causes pour vouloir partir dans le fond aux États-Unis pour éviter cette violence accrue-là et cette insécurité face à la criminalité. Bon, en termes des conséquences, on a vraiment résumé deux articles provenant de l'Organisation de coopération et de développement économique, de leur article sur l'immigration internationale et du Cahier des Amériques latines de Alexandre sur les intégrations économiques et la migration des travailleurs mexicains aux États-Unis, qui nous a permis d'identifier trois volets de conséquences principales. Donc, premièrement, pour l'État du Mexique, il y a la conséquence de la perte de jeunes travailleurs, ce qui est un aspect négatif puisque les travailleurs permettent l'accroissement économique et une économie stable. Par contre, il y a l'aspect très positif d'un envoi d'argent très significatif au Mexique. Donc, on parle de 60 billions de dollars par an. Ce qui représente environ entre 10 à 15% de leur PIB de mémoire. Et on parle aussi d'une baisse de la pression sur le marché du travail, ce qui peut être positif aussi puisqu'il y a moins de compétition des fois pour les mêmes emplois. En termes de la famille, on parle surtout de conséquences principales. Bien sûr, il y a des raisons pourquoi les familles visent l'immigration. Donc, c'est vraiment le meilleur salaire et la meilleure qualité de vie, donc les causes principales qu'on avait identifiées précédemment. Par contre, il peut aussi avoir quelques aspects plus négatifs, donc devoir s'intégrer à une nouvelle culture et être plus vulnérable à l'économie parallèle. J'aimerais m'excuser pour quelques fautes d'orthographe, donc intégration qui s'écrit avec un i plutôt qu'un u et culture qui ne prend pas de i. Mais le point reste le même que c'est pas toujours facile de s'intégrer à complètement une nouvelle culture dont on n'a pas grandi avec. Et en termes de la vulnérabilité à l'économie parallèle, dans le fond, ceci touche les immigrants clandestins, donc les illégaux, comme on les appelle, qui n'ont pas vraiment de protection ou de droits de travailleurs et de numéros d'assurance sociale qui les protègent pour l'emploi. Donc, certains employeurs visant à prendre avantage des employés engagent ce type de personnes pour moins les payer et pour éviter certains services essentiels qu'on offre aux employés. Donc, ceci peut être un côté assez négatif. Pour les États-Unis, il y a vraiment l'aspect positif de la main-d'œuvre essentielle qui rentre. En effet, aux États-Unis, tout comme au Canada, on parle d'un vieillissement de la population au cours des dernières décennies, ce qui a vraiment causé un besoin accru en population puisque la population devient de plus en plus vieille et donc il y a plus de pression sur les services sociaux comme le système de santé par exemple. Et donc, on a besoin de plus de travailleurs pour remplir ces services-là, mais comme la population est plus vieille, on a moins grande proportion de jeunes travailleurs qui peuvent accomplir ces postes. Donc, on peut vraiment remplir ce besoin-là avec la main-d'œuvre qui rentre par immigration. Et on a aussi l'enrichissement culturel qui peut être un aspect très positif et pas souvent mentionné de cette immigration-là qui peut permettre vraiment des vies plus enrichies de la population et une culture plus unique. Et il y a aussi vraiment plusieurs débats sur la politique, sur les immigrations.
surtout avec le nouveau président Trump qui entre en son deuxième terme. Mais même avec tous les présidents, on a eu plusieurs débats sur cette matière. Bon, maintenant, ça serait à Nicolas de vous parler un peu de la gestion du mouvement. Le mouvement migratoire à cette échelle requiert bien sûr une bonne gestion et un grand effort de gestion sur le plan tout autant gouvernemental que les organisations et les services. Bon, ben, pour nous, on pense qu'il est important de parler des accords entre les pays. Donc, il y a trois principaux accords. La CUM, assume, l'accord Remain in Mexico et Initiative Merida. Ceux-ci sont les trois accords principaux entre les deux pays qui ont une influence sur la migration. Donc, la CUM, dans le fond, c'est plus un accord économique de libre-échange, mais il favorise indirectement la mobilité des travailleurs temporaires, puisque ceux-ci peuvent plus facilement envoyer de l'argent et ça favorise dans le fond le commerce international donc entre les pays. L'accord Remain in Mexico, c'est pour ceux qui demandent le droit d'asile, donc c'est dans le cas des réfugiés qui invoquent leur droit d'asile lorsqu'ils rentrent dans le pays. Ils sont demandés de rester jusqu'au Mexique avant de rentrer aux États-Unis. Donc pour clarifier, ceci n'est pas commun ou comment le fonctionnement marcherait normalement. Donc par exemple, si nous, on reçoit un réfugié qui rentre au Canada et qui invoque son droit d'asile, on l'accueille jusqu'à son procès. Et même si finalement ce dernier n'était pas valide et il doit retourner dans leur pays, on va les déporter. Donc ceci a définitivement créé des tensions et les gens restaient en danger beaucoup plus longtemps. Donc ça a officiellement été enlevé en octobre 2022 sous Biden. Et le dernier, c'est Initiative Merida. Donc c'est un accord signé en 2008 qui lui aussi influence indirectement l'immigration. Donc souvent avec les accords accords indirects ont encore plus d'influence que les accords directs. Donc ça a causé beaucoup de fuites vers les États-Unis parce que la violence entre les groupes criminels provoqués par les États a été vraiment intense. Et cet accord-là donne aussi une aide au Mexique pour contrôler ses frontières. Bon, en termes de services et d'organisation, il y a deux volets principaux dont on peut mentionner. Donc, le US Citizenship and Immigration Services, donc USCIS, que eux, ils donnent les services gérant la légalité des immigrations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils donnent tous les papiers et les administrations légales, donc comme le droit d'asile précédemment mentionné, les visas de travail, la citoyenneté et bien sûr la fameuse carte verte qui te permet de devenir citoyen et ça te permet de vivre et travailler là-bas légalement. Donc ceux qui passent par cette organisation ne sont pas des immigrants clandestins et ils vivent donc dans le pays légalement sous les règles des organisations. Le dernier, c'est le US Customs and Border Protection, CBP. Et ceux-ci sont ceux qui offrent les services de sécurité, genre militaires, entre les frontières et les aéroports également. Et ils contrôlent les entrées pour s'assurer qu'ils sont tous légales, même si bien sûr il y a un grand nombre qui restent illégal. Mais ils gèrent dans le fond le côté sécuritaire des immigrations illégales. Parlons des obstacles aux immigrants et à leur gestion. Donc, je vais commencer par parler des obstacles socio-économiques. Donc, il y a la pauvreté. Donc, il y a un manque d'emplois stables. Puis, il y a aussi des salaires très, très bas. Puis, tout ça, ça pousse les gens à immigrer pour survivre à ces conditions misérables. Il y a aussi l'éducation et les services. Donc, il y a un accès très limité
pour les immigrants lorsque ça vient à l'école, aux soins, aux services publics. Puis tout ça, ça renforce les inégalités. Il y a aussi une intégration très difficile. Donc, les migrants, ils subissent souvent de la discrimination. Puis, genre, ils obtiennent que les emplois qui, genre, nécessitent peu d'efforts. Donc, genre, si je peux dire, précaires. Puis, c'est tout ça, genre, avec peu de soutien social. Puis, si on y pense, c'est beaucoup une inégalité. Parce que, comparé à nous, ou aux Américains, on a beaucoup plus que eux. Puis, comparé, tu sais, à nous, ils ont absolument rien. Ils ont rien. Maintenant, parlons des obstacles liés à la sécurité et à la violence. Donc, il y a la violence de gangs et de cartels. Donc, il y a il y a des menaces, il y a des agressions, il y a des enlèvements, ce qui force beaucoup de gens, à fuir leur pays, parce que tout ça, ça installe un peur dans les immigrants, ou genre, ça installe une peur. Il y a aussi les passeurs puis les criminalités organisées. Puis, donc, il y a des migrants, puis eux, les migrants sont souvent genre le cible principal quand ça vient à l'exploitation ou au trafic humain. Puis il y a aussi une insécurité dans les pays d'origine. Donc, il y a une peur constante, ce qui pousse beaucoup de monde à chercher refuge ailleurs, comme ce que j'ai expliqué tantôt quand j'ai parlé de la violence des gangs et des cartels. Et maintenant, parlons des obstacles liés au voyage. Donc, il y a des voyages, c'est un voyage très dangereux, comme monter sur le train qui s'appelle la Bestia, ou même traverser le désert. Ça met la vie des migrants en danger parce que premièrement, tu sais, t'as pas genre assez de ressources pour faire toute la traversée. Il y a d'autres affaires qu'il faut mettre en lien, comme tu sais, il y a pas de station pour remplir ton eau. Donc, il faut quand même apporter beaucoup d'eau. Tu sais, t'as pas assez de ressources. Puis c'est le prochain point que je vais expliquer. Donc, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont souffrir de la faim, de la soif. Puis la majorité, ils dorment sans abri. Donc, dans le désert, sur le sable, puis tout. Puis c'est juste un voyage très dangereux. Puis il y a aussi la police et puis des expulsions qui se passent. Donc, il y a des contrôles très fréquents. Puis, il y a des arrestations. Il y a beaucoup d'arrestations. Puis, tout ça, ça crée genre un parcours très épuisant pour les migrants. Puis, c'est pénible. Puis, il y a aussi les obstacles liés aux politiques migratoires, comme les politiques strictes. Donc, il y a vraiment genre un renforcement quand ça vient au contrôle frontalier, ce qui crée souvent genre une grande pression américaine. Puis tout ça, ça limite genre l'accès à la protection. Puis ça, il y a aussi un manque de coordination. Donc le Mexique puis les États-Unis sont incapables de se trouver une stratégie commune face à la migration illégale puis tout ça. Ils sont juste pas capables. C'est ça. Il y a aussi une gestion complexe. Donc, la migration, ça va rester lié à d'autres enjeux, tu sais, comme le commerce puis le trafic de drogue. Puis tous ces petits problèmes-là, ça crée beaucoup de gestion pour que aux États-Unis puis à la force policière. Puis c'est juste très complexe. Silencieux les plus importants de notre époque. Bien sûr quand on parle de certains aspects du flux. En effet, il compte plusieurs atrocités ignorées, comme les milliers qui meurent à chaque année en essayant de passer par le désert et par Rio Grande pour se rendre aux États-Unis. Il y a aussi d'autres qui sont exploités, dis-je, par des passeurs. D'autres sont emprisonnés, envoyés à des centres de détention sans bonne raison.
Et il y en a même qui sont séparés à jamais à leur famille. Pouvez-vous imaginer si, en recherchant une meilleure qualité de vie, vous étiez séparés à ceux que vous aimez? Moi, je pourrais pas. Le dernier aspect, c'est que il y a les politiques américaines de durcissement de frontières qui ont vraiment été un échec sur l'échelle internationale selon nous. Par exemple, la construction du mur et la militarisation de la frontière ont été loin d'avoir mis fin au phénomène et selon nous, il l'a plutôt rendu simplement plus dangereux et plus inhumain. Comme l'exemple qu'on a bien appris en classe, si on construit un mur de 30 pieds, les immigrants vont seulement apporter une échelle de 31 pieds. Cela ne va rien faire à part rendre l'immigration plus dangereuse et moins sécuritaire. Donc, on peut bien critiquer le mouvement, mais nous voulons aussi proposer deux de nos solutions que nous croyons être utiles pour pouvoir améliorer ce flux migratoire et pouvoir mieux le gérer. Donc, nous, la première solution qu'on pense qui devrait être priorisée, c'est l'amélioration des conditions d'immigration pour réduire les inégalités. Donc, on pourrait employer plusieurs programmes de formation et de sécurité. Par exemple, développer des programmes de formation pour les Mexicains, pour les qualifier professionnellement pour le travail. On peut aussi parler de l'installation de programmes pour les travailleurs temporaires. Donc, ceci serait deux programmes pour favoriser les échanges et l'intégration des Mexicains dans un nouveau marché de travail. On peut aussi faire des contrats de salaire minimum d'un environnement de travail sain, sûr et sécuritaire. Donc, cela veut dire assurer les droits minimums et respecter les conditions de travailleurs. Et en termes, par exemple, de salaire minimum, ceci vise aussi avec les immigrants clandestins qui sont souvent qui en ont pas nécessairement de salaire minimum parce qu'ils n'ont pas leur numéro d'assurance sociale et ils sont pas enregistrés avec, dans le fond, le gouvernement. Donc, nous, on pensait que cette citation de l'expert Louis Sirois, un avocat en immigration, dit vraiment tout. Le visa TN permet aux Canadiens et Mexicains qualifiés de travailler temporairement aux États-Unis dans des professions reconnues par l'AEUMC, avec une procédure simplifiée et des conditions de travail encadrées. L'utilité de ces genres de programmes de formation mexicains est claire et ça permet d'obtenir des visas temporaires plus facilement et des conditions sociales sûres. Donc, on pense qu'on devait dédoubler sur ces stratégies. Donc, les effets, ça va créer des conditions de travail plus sécuritaires, autant sur le plan physique que mental. On va avoir des Mexicains mieux formés, mieux qualifiés, donc plus prêts pour le marché de travail et plus intégrés dans cette économie. Il va y avoir la réduction des inégalités économiques, comme on va avoir plus de travailleurs hautement qualifiés et une hausse générale des salaires de ces groupes. Il va y avoir moins de migration illégale si on favorise l'intégration et l'obtention plus facile des visas. Il va y avoir donc moins de tensions politiques et bien sûr, il va donc y avoir la croissance économique locale des régions avec l'apport de ces travailleurs. Par exemple, la Californie et plusieurs États au sud des États-Unis qui reçoivent beaucoup des immigrants. Maintenant, parlons de solution 2, ce qui est une approche sécuritaire et humanitaire. Donc, le premier point de cette solution, c'est une priorité humanitaire, puis une réduction des risques. Puis, cette approche en général sert à sauver des vies et à protéger des personnes vulnérables contre une certaine exploitation, comme l'aide vitale transfrontalière. Puis ça sert à c'est de créer des points d'aide humanitaire au long de routes migratoires qui sont dites dangereuses. Puis ces points vont offrir des ressources comme de l'eau, de la nourriture, des soins médicaux, puis
pour des personnes en détresse ou qui n'ont pas les ressources pour faire toute la traversée. Il peut aussi avoir une lutte contre l'exploitation. Donc, tu sais, soutenir les refuges, tu sais, qui vont accueillir les migrants. Et il faudrait aussi, genre, avoir une coopération entre plusieurs pays, en pays, pour détruire les réseaux, tu sais, les réseaux illégaux comme de trafic humain. Le point 2, donc l'humanisation de la gestion frontalière. Donc son objectif c'est vraiment de remplacer les méthodes qui sont dites militaires, tu sais, par une approche qui est plus respectueuse, tendre, puis qui respecte les droits humains. Comme l'alternative à la détention. Donc, au lieu d'enfermer les migrants ou de même genre séparer leurs familles, on pourrait proposer genre ou construire genre des logements qui sont temporaires afin de garantir une sécurité générale et qu'il n'y ait pas de séparation. Il pourrait aussi avoir des nouveaux rôles pour les agents frontaliers. Donc, tu sais, faudrait former les agents pour que, genre, ils agissent protecteurs, tu sais, sont respectueux. Puis, on pourrait aussi utiliser des technologies non violentes, comme des drones, pour repérer et même, genre, aider les personnes en danger, parce que on pourrait, genre, donner un trousse de premiers soins avec des instructions à quelqu'un qui a besoin d'aide ou même des bouteilles d'eau à ces personnes. Le troisième point, donc, la solution structurelle et des voies légales. Donc, il faudrait mieux organiser l'immigration, puis genre, et même agir sur genre les causes profondes qui poussent les gens à prendre des ports. Donc, ça pourrait être comme la création de voies légales. Donc, tu sais, ouvrir, genre, un programme de visa, ce qui, genre, va permettre aux immigrants, tu sais, aux migrants, de déposer les demandes d'asile dans plusieurs lieux, dans le but d'éviter les voyages risqués dont j'ai parlé dont j'ai parlé plus tôt dans la présentation. Il peut aussi avoir une coopération quand ça vient au développement. Tu sais, genre, on pourrait investir genre des sommes d'argent dans les pays d'origine, notamment quand ça vient à l'emploi, puis l'éducation, puis on pourrait même genre aider le Mexique à genre mieux intégrer les migrants pour que partir du Mexique ne soit pas la seule option à prendre. Donc, en résumé, dans notre présentation, nous avons couvert une brève description du mouvement, les causes principales étant l'aspect économique, social, sécuritaire, ainsi que les conséquences sur les deux pays et les familles mexicaines. De plus, nous avons couvert la gestion du mouvement en termes des accords, des services et des obstacles à la bonne gestion du mouvement. Après, nous avons proposé notre critique ainsi que nos deux solutions pour améliorer le mouvement. Par contre, ceci peut maintenant nous mener à la question « Et maintenant ?» Depuis la réélection du président Donald Trump aux États-Unis, qui est pour dire le moindre assez douteux sur les matières immigrantes en tant que quelqu'un qui se propose comme assez anti-immigration, il y a déjà 75 000 Mexicains qui ont quitté les États-Unis seulement 2 mois après sa réélection, selon les journalistes du Québécois, le Journal du Québec. Ceci a mené notre équipe à un fort questionnement sur comment ce flux migratoire progresse au fil des années. Aura-t-il accélération? Aura-t-il ralentissement? Ceci sera à voir.